je vais présenter des concepts basiques de la statistique liés à la web analyse. Mais d'abord, quelques présentations. Je m'appelle Sarah, j'étais toujours passionnée par les mathématiques et c'est un peu le fil conducteur de tout mon parcours. Et donc, une fois obtenu mon master en mathématiques appliquées statistiques, j'ai intégré le pôle data au sein de l'agence de conseil en marketing digital Better Stronger. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, on pourrait se poser quelques questions. Mais qu'est-ce que c'est la statistique en fait? La statistique est la science de prendre des décisions dans des situations incertaines. Donc, lorsqu'on n'a pas une réponse sûre et précise à notre question. Et pourquoi elle était si importante dans le monde du web, de la web analyse? En fait, c'est parce que c'est qu'en tirant parti des connaissances statistiques et en comprenant le contexte qu'on peut bien interpréter nos données et donc prendre des mesures efficaces pour améliorer nos résultats. Et en quoi la statistique est différente de l'analytics ou de la web analyse? Pourquoi on devrait bien faire une distinction entre les deux? Parce que la réponse à cette question, en fait, dérive de la définition même de statistique. On a vu que la statistique concerne l'incertitude, alors que, et donc elle permet d'aller au-delà des données, parce qu'on se pose des questions que dans la réponse n'est pas précise, elle n'est pas donnée par les données simplement si on les regarde ou si on les analyse. Il faut aller plus loin, alors que l'analytics nous permet seulement d'explorer les données, de les comprendre, mais pas d'aller plus loin, ce qui nous est permis par la statistique. Donc, on peut passer au plan de notre présentation, maintenant qu'on a bien compris ces concepts. Donc, on va d'abord réfléchir quelques notions de mathématiques, pour après passer une méthode de statistique descriptive, une branche de la statistique très liée à la web analyse. Ensuite, on parlera de la différence entre la corrélation et la causalité, pour terminer avec les concepts de significativité statistique et tests d'hypothèse. Donc, allons-y. On commence par une notion de mathématiques et je vous pose cette question. Si le taux de conversion d'une certaine campagne A saute de 10% en mai à 12% en juin, est-ce qu'il y a une augmentation de 2% ou de 20%? Donc, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Et ce qui est important ici, c'est qu'on s'intéresse à l'évolution du taux de conversion par rapport au mois précédent. Donc, la réponse est donnée par le pourcentage de changement. Donc, je vous ai mis la formule ici pour bien comprendre comment ça fonctionne. Et on voit qu'en appliquant cette formule à notre problème, on obtient une évolution de 20%. Donc, c'est vrai qu'entre ces pourcentages, on a une différence de 2 points de pourcentage, mais ces 2 points par rapport à ce qui s'est passé en mai, donc par rapport aux 10%, représentent un 20%. Donc, 2 est à 10 comme 20, c'est à 100. Et donc, c'est pour ça que la réponse correcte est 20%. Voici une autre question. On a 2 campagnes. Donc, pour les deux, on a un taux de conversion pour le mois de mai et pour le mois de juin, par exemple. On a calculé le pourcentage de changement pour les deux, mais on voudrait savoir quelle est la différence entre ces deux de conversion, par exemple, pour le mois de mai. Dans ce cas, on ne s'intéresse pas à l'évolution, mais plutôt à la différence entre deux valeurs. Donc, ce n'est pas une évolution temporelle. C'est pour cela qu'on utilisera plutôt le pourcentage de différence. Et ce pourcentage, donc appliqué à notre problème, nous permet de dire que pour le mois de mai, la différence de taux de conversion entre les deux campagnes est de 40%. Et voici, pour terminer cette première partie, un autre pourcentage très utilisé dans l'analyse des données, le pourcentage d'erreur, qui permet d'estimer l'erreur qui est commise lorsqu'on fait une estimation. Par exemple, ici, on suppose
pour une certaine campagne qu'on aura 200 conversions, mais une fois que le mois est passé ou la semaine, on découvre qu'on a obtenu que 150 conversions. Donc, il faudrait savoir de combien notre estimation s'est éloignée de la réalité. Et pour savoir la réponse, on utilise le pourcentage d'erreur qui nous donne quand notre estimation s'éloignait de 33% par rapport à la réalité. Donc, on peut passer à la méthode de statistique descriptive. Et cette branche de la statistique, comme le mot le dit, s'occupe de la description des données, notamment la présentation à travers des tableaux statistiques, la représentation visuelle via des graphiques, mais aussi c'est à travers des résumés numériques en utilisant des paramètres de position ou paramètres de dispersion qu'on va voir plus en détail. Mais d'abord, un peu de terminologie. Donc, en statistique, une population, c'est l'ensemble des individus qui sont concernés par une étude. Mais souvent, ce n'est pas possible de mener l'étude sur toute la population. Par exemple, si on suppose de faire un sondage sur toute la population française, donc ce n'est pas très pratique. Pour cela, on va plutôt utiliser un échantillon. Mais le choix de l'échantillon doit être fait avec grande attention parce que cet échantillon doit être représentatif de notre population. Et un des éléments à tenir en compte lorsqu'on choisit un échantillon, c'est sa taille. Et c'est pour cela que je vous ai mis cet exemple ici de ces 3 campagnes. Pour chacune, on a le nombre des visites, le nombre des transactions et le taux de conversion. Donc, on voit que la campagne B, c'est celle qui est plus performante de point de vue de taux de conversion, mais le nombre des visites résulte être très faible par rapport à celui des autres campagnes. Donc, sera beaucoup plus efficace et donc plus conseillé de se focaliser sur la campagne A plutôt que la campagne B parce que l'échantillon, cette population ne nous permet pas de ce résultat qu'on obtient de taux de conversion n'est pas significatif. C'est une notion qu'on verra plus tard. Donc, les paramètres de position. Pour chaque paramètre, position, dispersion, je vous ai mis la formule pour les calculer sur Google Sheet en haut à droite. Et on commence par la moyenne. C'est le paramètre le plus connu, le plus utilisé. On le retrouve partout dans les rapports de Google Analytics. Mais c'est un paramètre à utiliser avec grande attention parce qu'il est très sensible aux valeurs extrêmes. Ça veut dire quoi? On a cet exemple qui nous illustre la chose. On a 4 pages. Pour chacune, on a un temps passé sur page. Donc, 1 minute 45, 2 minutes 50, 1 minute. Et après, la dernière, 11 minutes. Donc, c'est une valeur extrême, un outlier, qui va impacter fortement la moyenne, qui en fait est à 4 minutes. Donc, ce n'est pas du tout représentatif de ce qui se passe sur site. Donc, c'est pour ça que la moyenne, c'est un paramètre à ne pas utiliser toute seule parce que ça peut être très dangereux et donc on pourrait faire des décisions qui ne sont pas correctes. Pour cela, c'est conseillé d'utiliser d'autres paramètres à côté, notamment la médiane, que c'est la valeur centrale d'une liste ordonnée. Donc, on peut voir ici, si on a une liste impaire, c'est très facile à trouver la valeur centrale. Si on a une liste impaire, il suffit de la mettre sous forme de liste ordonnée et après de faire la moyenne entre les 2 valeurs centrales. Et ça nous donne une valeur qui, souvent, est plus représentative de la population ou l'échantillon. Mais on a aussi des paramètres de dispersion qui sont très importants à utiliser. C'est comme la variance et l'écart type sont 2 paramètres équivalents vu que l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Et ces 2 paramètres nous indiquent comment les données sont distribuées autour de la moyenne. Donc, plus la valeur
de la variance ou l'écart type est élevé, plus la dispersion sera importante. Et plus cette valeur de ce paramètre baisse, et plus les données seront concentrées autour de la moyenne. Donc, lorsqu'on a un écart type ou une variance très élevée, ça pourrait être déjà un signal du fait qu'on pourra avoir une valeur extrême, comme dans les deux exemples qu'on a ici. Donc, on a un écart type, par exemple, de 4 minutes et une moyenne de 4 minutes et une médiane de 2. Donc, ça nous dit tout de suite que si la médiane est autour de 2 minutes et l'écart type est 4, alors on est sûr que la moyenne de 4 minutes n'est pas si représentative de ce qui se passe sur site. Et pour la même chose pour le nombre des impressions, avoir une médiane de 1005 et un écart type si élevé nous dit tout de suite qu'il y a un outlier et bien évidemment, il s'agit de l'observation correspondant à l'annonce 3. Et moi, j'utilisais les quartiles qui sont très liés à la définition de médiane parce qu'ils divisent l'échantillon en 4 sous-ensembles. Donc, on a que 25% des observations sont inférieures au premier quartile, 50% des observations sont inférieures au deuxième quartile qui coïncide avec la médiane, et 75% des observations sont inférieures au troisième quartile. Et toutes ces informations, on les retrouve dans un graphique qui est très utilisé dans les analyses statistiques, le boxplot, qui, comme vous pouvez voir, résume vraiment tout ce qu'on vient de dire et permet d'avoir une vision très, très claire de la distribution des données, de leur symétrie, de la dispersion ou concentration. Donc, par exemple, si on se concentre sur celui en bleu, le deuxième, on voit tout de suite que 50% des valeurs sont inférieures à 1200, que seulement 25% des valeurs sont autour de 1500 jusqu'à 1800. Donc, en général, on a une distribution assez asymétrique et en plus, on voit qu'il y a une dispersion élevée et la présence de 2 outliers en eau. On passe à la prochaine étape, c'est la différence entre corrélation et causalité. C'est un concept très important à connaître. Mais d'abord, quelques définitions. Qu'est-ce que c'est la corrélation? La corrélation nous permet de mesurer comment deux variables sont liées. Mais c'est très important à retenir, elle n'explique pas la cause de cette relation. On peut avoir deux types de corrélation, une corrélation de type positif, donc si une variable augmente et l'autre aussi, une corrélation de type négatif, donc une augmente et l'autre diminue, ou aucun type de corrélation. Dans l'exemple qu'on a ici, on voit tout de suite une corrélation négative entre le temps passé sur page et le taux de conversion, le taux d'achat sur site. Mais lorsqu'on voit donc ce graphique, on voit tout de suite qu'il y a ce type de corrélation, mais on ne peut pas conclure que le fait de passer moins de temps sur page cause une réduction de taux de compression ou de taux d'achat ou plus les gens à pas acheter sur site. Donc, ce type de graphique n'explique pas la cause, il nous dit seulement qu'il y a ce lien et ce lien entre ces deux variables nous est mesuré par le coefficient de corrélation, c'est un coefficient qui varie entre moins 1 et 1, et nous permet donc d'avoir vraiment une mesure concrète de cette corrélation. Donc, dans notre exemple, on a un coefficient de corrélation qui est autour de moins 0,91, ce qui confirme la présence d'une corrélation négative parce qu'il est très proche de moins 1. On aurait dû avoir une corrélation positive si ce coefficient est proche de.
On passe donc au concept de causalité. La causalité, c'est quelque chose qui va encore plus loin de la corrélation parce qu'elle explique vraiment le lien de cause à effet. Donc, on a une variable présente un changement, alors ça implique tout de suite un changement sur une autre. Et ça ne coïncide pas du tout avec la corrélation, parce que la corrélation, donc, est très importante à retenir, n'implique pas la causalité. Et ici, il y a ce graphique qui nous montre ça. On voit une forte corrélation positive entre la consommation de mozzarella et le fait d'obtenir un doctorat en ingénierie civile, mais ça ne veut pas dire que l'une implique l'autre. Et je vous ai mis ici un lien qui permet de retrouver beaucoup de sites comme celui-là qui nous montrent effectivement que la corrélation n'implique pas la causalité. On peut avoir deux variables qui sont corrélées, comme on a vu tout à l'heure, mais pour comprendre la cause, il faut investiguer, donc aller plus loin, comprendre ce qui se passe. Par exemple, dans l'exemple de tout à l'heure, le fait que les utilisateurs passent si du temps sur page, mais en même temps, ils ne l'achètent pas, ça pourrait être dû au fait qu'ils ont des difficultés dans le parcours d'achat. Donc, ça va être ça la cause de ne pas acheter et pas le temps passé sur page. Ou peut-être qu'il y a des choses dans la navigation qui perturbent ou qui vont engendrer une confusion dans le parcours de l'utilisateur, qui le ramène vers d'autres pages ou hors site. Donc, ce sont ce genre de choses qu'il faudrait investiguer. Et on passe donc à notre dernière partie, la significativité statistique et les tests d'hypothèse. Un résultat est dit statistiquement significatif si on suppose qu'il n'est pas dû au hasard. Donc, dans l'exemple de tout à l'heure, on a dit qu'on devrait focaliser notre attention sur la campagne A, vu que le taux de conversion est plus élevé que celui de la campagne C. Mais est-ce que cette différence entre ces deux taux de conversion est statistiquement significative ou plutôt est due au hasard? Donc, pour savoir la réponse, on fait un test statistique ou un test d'hypothèse. Un test d'hypothèse, c'est une démarche qui a pour objectif de nous donner une règle de décision qui nous permet de faire donc un choix entre les deux hypothèses du test. Donc, dans un test d'hypothèse, on n'a que deux hypothèses. L'hypothèse H0, l'hypothèse nulle, qui représente donc la situation par défaut, le status quo, et l'hypothèse H1, alternative. Ces deux hypothèses ne sont pas toujours complémentaires, mais elles ne doivent pas se croiser. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, on peut supposer que H0, c'est l'hypothèse selon laquelle le taux de conversion est inférieur à 2,5% et H1, c'est l'hypothèse selon laquelle le taux de conversion est supérieur à 4,5%. Dans ces deux cas, donc ces deux hypothèses, elles ne se croisent pas parce qu'on ne peut pas avoir une quantité qui est en même temps inférieure à 2,5 et supérieure à 4,5, mais elles ne sont pas complémentaires parce qu'on a ce gap entre 2,5 et 4,5. Et l'objectif du test, donc, c'est de rejeter ou pas H0. Donc, est-ce qu'on va rejeter l'action qu'on ferait par défaut et donc se tourner vers l'hypothèse alternative ou plutôt donc rester dans celle-là. Dans le cadre d'un test d'hypothèse lié à la significativité statistique, H0, c'est l'hypothèse selon laquelle le résultat qu'on est en train de tester est dû au hasard, et H1, c'est l'hypothèse selon laquelle le résultat qu'on est en train de tester est statistiquement significatif. Donc, ça, c'est la convention utilisée en statistique pour ce type de test. Et lorsqu'on a défini donc, ces deux hypothèses, le test nous permet de prendre donc une décision. Mais cette décision, évidemment, elle ne coïncide pas toujours avec la réalité, sinon on ne ferait pas de ça comme de la magie. Et donc, on peut commettre des erreurs. Et on a deux types d'erreurs.
l'erreur de type 1 lorsque le test, la décision du test, c'est de rejeter H0 et donc accepter H1 alors que H0 était vrai. Donc, on rejette H0, mais H0 était vrai. Et l'erreur de type 2, c'est de accepter H0 alors qu'elle était fausse. On a donc ces deux types d'erreurs. Et une fois qu'on a défini donc, nos deux hypothèses, on a besoin de définir aussi un seuil de signification alpha, dont la valeur standard est de 5%, qui nous permet de contrôler l'erreur de type 1. Ou, pour mieux dire, il nous permet de contrôler le risque de type 1 qui coïncide avec la probabilité de commettre cette erreur et donc de rejeter H0 alors qu'elle est vraie. Et vu que dans un test hypothèse, on contrôle ce type d'erreur, donc on ne veut pas que ce type d'erreur soit très grand, il y a une convention, c'est de mettre, lorsqu'on choisit les deux hypothèses, c'est de mettre sur H0, on peut dire l'hypothèse la plus grave, c'est-à-dire l'hypothèse dont l'erreur va être le plus grave, parce que c'est celui que je peux contrôler. Je vais vous faire un exemple. Si on suppose de vouloir faire un test sur une population des gens, on a des paramètres, par exemple des paramètres qui sortent des analyses du sang, et on veut savoir si ces personnes sont malades ou pas, s'ils sont infectés par une maladie ou pas, pour leur proposer un traitement. Donc, lorsqu'on va choisir nos hypothèses, on va dire H0, c'est l'hypothèse la personne est malade, et H1, hypothèse la personne n'est pas malade. Pourquoi on fait ce choix et pas l'inverse? Parce que si on dit qu'est-ce que ça va être l'erreur de type 1? L'erreur de type 1, ça va être rejeter H0 lorsqu'elle est vraie. Donc, dire que la personne n'est pas malade alors qu'elle est malade et pas lui donner un traitement. Et donc, ça, c'est plus grave. Mais évidemment, ça dépend des maladies et tout ça. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, le fait de ne pas donner un traitement à une personne qui est malade, ça va être plus grave pour certaines situations, la plupart, que le donner un traitement et elle est saine. Donc, c'est le cadre de l'erreur de type 2. Il y a plein d'exemples comme cela. Un autre, c'est si on suppose de faire un test d'hypothèse sur la concentration d'une substance dans l'eau, si cette concentration est assez élevée, donc elle devient nocive pour la santé, et donc il faudra faire des autres démarches pour ne pas la proposer aux gens, et donc c'est parce que ça va être comme une poison. Donc pour cela, on va mettre dans H0 l'eau la concentration de cette substance est très élevée, donc est supérieure à un certain taux cible que peut être par exemple 5, et H1 va être inférieur à 5. Donc si l'erreur, dans ce cadre-là, l'erreur de type 1, ça va être on rejette H0 lorsqu'elle est vraie, donc on dit que le taux est inférieur alors qu'elle est supérieure. Donc on ne va pas traiter l'eau alors qu'on devrait. Et donc ça, c'est beaucoup plus grave que la traiter alors qu'on pourrait la boire. Donc on peut voir dans le choix de H0 et H1, c'est très important de donner à H0 celle qu'on peut considérer l'hypothèse qui est associée à une erreur plus grave parce que c'est l'erreur qu'on peut contrôler. Une fois que cette erreur est contrôlée, on essaye de maximiser la puissance du test, c'est-à-dire la possibilité de rejeter H0 alors qu'elle est fausse. Donc, c'est l'autre côté. Et donc, comme ça, on aura un test optimal. Donc, on résume les démarches d'un test statistique. On choisit les hypothèses. On fixe le seuil de signification alpha dont la valeur standard est 5%. Pour contrôler l'erreur de type 1, on définit notre règle de décision à travers une statistique de test, une région de rejet, une p-value qu'on va voir plus en détail, et on conclut au rejet ou au non-rejet de H0.
un concept dont je voudrais vous parler, c'est la p-value, parce que on le retrouve aussi dans Google Ads, donc ça serait bien de connaître qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne. La p-value, dans un test statistique, c'est la probabilité de l'apparition de l'événement qu'on est en train d'observer en supposant que l'hypothèse H0 est vraie. Donc, pour l'exemple tout à l'heure, ça veut dire la probabilité d'avoir la différence entre les deux de conversion qu'on a. Donc, tout à l'heure, on avait une différence, je pense que c'était autour de 2%. Donc, la probabilité d'avoir cette différence en supposant que le résultat est dû au hasard, donc que H0 est vrai. Si cette probabilité est élevée, donc c'est très probable d'avoir un résultat comme celui-là que nous on est en train d'observer en supposant que H0 est vrai, ben alors on accepte H0 et donc on dit le résultat est bien dû au hasard. Si au contraire, cette pi-valeur est très petite, donc inférieure au seuil de signification, ben alors on rejette H0 et donc on dit notre résultat est statistiquement significatif. Et donc effectivement, cette différence entre les deux taux de conversion est fiable et on peut donc focaliser notre attention sur la campagne A. On retrouve, voilà, donc ça c'est l'exemple tout à l'heure, on reprend les trois campagnes, on a dit qu'entre la campagne A et C, on va choisir plutôt si le test d'hypothèse nous dit que le résultat est statistiquement significatif, ben alors on va choisir la campagne A. Sinon, il faudra donc avoir plus d'observations et faire aussi d'autres tests et pour voir ce que les résultats qu'on va obtenir. Donc, pour cet exemple ici, donc H0, c'est le fait que les résultats du hasard. H1, le fait que le test est statistiquement significatif. Le risque, on suppose que c'est 5%. Et donc, on fait un t-test ou un z-test pour avoir la réponse à notre question. Et c'est exactement ça qui est fait par Google Ads. Dans la section brouillon et test variante de l'annonce, on a plusieurs variantes de l'annonce et on veut tester si cette variante a des résultats qui sont statistiquement significatifs ou pas. Donc, Google Ads, il fait des tests et lorsqu'on clique sur les différentes statistiques, on peut voir si le résultat de la variante de l'annonce si la différence entre ce résultat de la vraie variante et le résultat de l'annonce originale, si cette différence est statistiquement significative ou pas. Et donc, il faudrait donc s'y fier de ce résultat ou pas. Donc, par exemple, ici, on a que le taux de clic est bien évidemment pas le taux de clic, le nombre de clics qu'on a pour la variante de l'original est supérieur, mais cette différence n'est pas statistiquement significative. Donc, on ne peut pas dire que la variante proposée ici est moins performante que l'autre. Et alors que dans le cadre d'impression, on a un résultat qui est statistiquement significatif, pardon, et en fait, on voit que la p-valeur est inférieure à 5%, et donc on peut dire que le résultat ici est fiable. Voilà, donc c'est tout pour ma présentation. Je vous remercie pour votre attention. Bravo Sarah pour ta présentation, c'était vraiment très intéressant. Merci.